Ok, bonsoir une nouvelle fois. On est là pour continuer ou bien pour faire le suivi concernant le cours de planification macroéconomique. Alors, nous sommes au niveau de la 6e séance de cette formation et concernant ce cours. On a énuméré pas mal de choses concernant ce cours. On a expliqué les vocables, les éléments clés au niveau du cours de planification macro. On a parlé des différents agrégats économiques au niveau de macro comme outils nécessaires. On a accentué sur quoi? Sur la politique économique. Les politiques économiques, c'est-à-dire l'ensemble des mesures prises par les gouvernements au nom de l'État pour certains ou bien pour piloter l'économie nationale, ou bien pour donner une certaine orientation à l'économie nationale. Dans ce cours, nous allons examiner un point extrêmement important. Ça, c'est la dernière partie de ce cours, c'est le budget national. Le budget national est un outil essentiel et fondamental permettant au gouvernement de définir les axes prioritaires de l'État ou bien les axes d'orientation de l'économie nationale. On ne peut pas parler de planification économique sans tenir compte du budget national. Au contraire, dans le budget national, on va déterminer de façon détaillée, claire, concise et précise toutes les démarches utilisées par le gouvernement pour stimuler l'économie. Maintenant, on va s'en servir des agrégats. Et à partir de ces agrégats-là, on va noter une certaine chose extrêmement importante pour l'application de politique budgétaire. C'est-à-dire qu'avec une politique économique, il y a d'autres politiques qu'on doit utiliser. On peut parler de la politique monétaire, on peut parler de la politique budgétaire. Ah oui, maintenant, pour la politique budgétaire, ensemble de stratégies qu'on va mettre en place par un document, un outil, un instrument qu'on appelle budget national. Maintenant, il y a des éléments clés dans le budget. C'est la partie du recette du budget et également la partie des dépenses du budget. Maintenant, d'où viennent les sources de recettes ou bien les sources de fonds alloués dans les budgets? Et n'oublions pas, le budget est prévisionnel. Le budget est annuel, suivant un exercice. Le budget doit être un acte juridique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une loi de finances votée par les parlementaires ou bien en d'autres termes, suivant la loi des finances établie dans un contexte bien déterminé. On peut parler des budgets conjoncturels, c'est-à-dire un budget national qui dépend des conjonctures. Comme exemple, en Haïti, nous avons un domaine qui est extrêmement difficile au niveau d'insécurité. Et sécurité a vu tourner en graine qui empêchait tout l'autre élément au niveau de l'économie. D'abord, l'insécurité, il vient consacrer l'instabilité politique. Et lorsqu'il y a instabilité politique, ça veut dire politique instable, eh bien, gouvernement, yo, très difficile pour faire des prévisions. Parce que yo, une caractéristique budgétaire, est prévisionnel. Et si le prévisionnel, faut le tenir compte de plusieurs paramètres qui sont capables de changer données actuelles, qui peuvent avoir influence sur données futures à moyen, à court et à long terme, etc. Et ça fait que, quand il s'agit de planification macroéconomique, eh bien, il faut des paramètres à bien maîtriser, à bien noter. Et sinon, on peut trouver dans une situation extrêmement difficile où les prévisions, eh bien, n'arrivent pas à permettre de bien déterminer ce qu'on doit avoir dans le futur et ce qu'on doit dépenser. Maintenant, toutes les recettes, eh bien, ce sont des recettes prévisionnelles. OK, des recettes prévisionnelles. C'est-à-dire que, puisqu'il s'agit de prévision, il faut tenir compte de d'autres paramètres qui sont capables de changer prévision. Ça, d'accord. Le budget est annuel. On parle d'annualité du budget. Pourquoi? Parce qu'on prépare un budget pour un exercice fiscal. Parce que le budget dépend de recettes. Les recettes, là, c'est l'exercice fiscal. Eh bien, à l'exercice fiscal, il y a des calendriers de rentrée de fonds en fonction de taxes et impôts.
de l'État. Maintenant, une fois comme ça est rentré, il y a vraiment paraître de bagages. Par exemple, l'exercice fiscal. On prend de septembre, octobre, novembre, décembre. 4 mois ça dans l'exercice fiscal là, 4 premiers mois ça yo faciliter l'État pour les rentrées de fonds. Et une rentrée de fonds c'est impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu individuel, impôt sur le revenu d'entreprise comme personne morale. Eh bien, à partir de janvier, nouvelle année civile correspond à un ensemble de rentrées de base sur l'impôt sur le revenu pour l'exercice fiscal. C'est la raison pour laquelle que, eh bien, l'exercice fiscal ne coïncide pas à l'exercice de l'année civile ou bien de l'année ordinaire. Il faut des stratégies pour répondre avec des besoins suivants de nouvelles années, pas année fiscale, mais année, généralement année civile pour une nouvelle orientation. Autant d'éléments. Maintenant, à ce niveau, on a déjà préparé pour vous un feuillet dans lequel on a un ensemble d'informations et données et explications concernant ces éléments. Maintenant, pour bien présenter les informations concernant les budgets, eh bien, on a synthétisé certaines informations pour vous au tableau, c'est-à-dire des résumés stratégiques, et à partir de ces résumés-là, je vais vous donner des explications appropriées. C'est la raison pour laquelle, avec le feuillet en main, vous allez suivre cette vidéo, eh bien, vous allez remarquer certaines informations et notions par rapport aux notes de cours dans ce feuillet-là. Mais ce que nous avons élaboré là, ouais, on a synthétisé certaines informations clés au niveau du budget national sur un impact au niveau de planification nationale. Au niveau du budget national. C'est extrêmement important. Maintenant, vous devez avec vous peut-être le modèle du budget national d'Haïti. Maintenant, vous devez faire une recherche, aller sur Internet et cliquer sur le budget national d'Haïti. Peut-être nous devons avoir les budgets du dernier exercice là, de 2024-2025. Et ce budget national, on a appelé budget de guerre. C'est-à-dire, ça fait sentir c'est un budget conjoncturel. Ah, c'est pas un budget structurel, c'est un budget conjoncturel. Pourquoi on dit conjoncturel? C'est parce que on a un ensemble de problèmes ponctuels qu'on devrait résoudre. Par exemple, c'est un budget accentué sur quoi? Sur la question de sécurité. Parce qu'on a besoin de la sécurité pour faire quoi? Maintenant, on a des projections sur la question des élections, on a des projections sur la question de la production nationale, on a des projections sur les recettes. Il faut qu'il y ait une stabilité. Eh bien, pour qu'il y ait une stabilité, eh bien, normalement, il faut résoudre le problème d'insécurité. Et puis, après quoi, le gouvernement doit être stable pour planifier et organiser un ensemble d'éléments. Voilà. Et n'oublions pas, pour parler de planification macro, il dépend de quoi? De la politique économique de ce pays. La politique économique, c'est l'ensemble des décisions prises par l'État pour donner ou bien pour piloter l'orientation économique nationale. Et maintenant, pour ce faire, eh bien, il y a un outil essentiel aux mains du gouvernement, c'est le budget, et qu'on appelle le budget national. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de planification macro sans le budget national. Au contraire, le budget national est l'expression chiffrée des décisions prises par le gouvernement pour le développement économique. C'est-à-dire, on va estimer avec des agrégats économiques, on a fait des estimations et estimations ça yo censé sur des paramètres clairs en vue de faire quoi? Eh bien, soit dans le budget, on va voir les axes prioritaires de l'État, sur quoi que l'État repose l'économie, ou de quelle orientation l'État donne, ou bien le gouvernement donne à une économie pendant l'exercice. Est-ce que c'est la production nationale? Est-ce que c'est la diminution au niveau du taux de l'inflation? Est-ce que c'est le redressement du taux de chômage? Quelle politique monétaire? Quelle devise? Ou bien taux de change? Autant d'éléments qu'on peut retrouver à travers le budget. Est-ce que c'est un budget maintenant est un budget de dépenses? Maintenant, d'où viennent les sources de vente, les recettes, les moyens de financement, etc. Autant d'éléments que possible. Mais pour que ces recettes soient possibles, eh bien, il faut qu'il y ait, ça se comprend, la stabilité
et maintenant pour que les concitoyens répondent à leurs obligations, soit de payer des taxes et des impôts conformément. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des structures bien établies pour permettre que, à l'État ou bien au gouvernement de bien saisir. Maintenant, en suivant dans le feuillet, il y a des certaines informations, mais je vais vous donner des explications détaillées concernant les notes synthétiques qu'on met pour vous là sur le tableau. Eh bien, on va commencer avec la notion de quoi? Le budget national. Maintenant, si on parle du budget national, on tente de définir ce qu'on entend par le budget national. Eh bien, généralement, un budget, il y a deux rubriques fondamentales. Il y a une rubrique rentrée de fonds, il y a une rubrique sortie de fonds. Rubrique rentrée de fonds, c'est d'où viennent les sources de fonds, quand l'argent a sorti. Rubrique sortie de fonds, l'argent a sorti, qui ça n'a fait? Généralement, on a les dépenses publiques, et les dépenses publiques là, il y a deux ans, il y a des dépenses courantes, il y a des dépenses en capital, c'est ce qu'on entend dépenses en investissement. Notez ça déjà au niveau de l'agrégat économique, les dépenses de l'État. Lorsqu'on parle de dépenses publiques, ça repartit en deux catégories. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire on va dire que la définition, le budget national est un outil fondamental. Yes. C'est un outil fondamental de la planification macroéconomique. Ça, pas bien à sortir de là. On ne peut pas parler de planification macroéconomique sans avoir un budget cohérent répondant aux attentes des responsables ou bien du gouvernement pour piloter l'économie, soit au niveau de la croissance et le développement. Voilà. Maintenant, planification fondamentale, quand il prévoit et autorise, il fait des prévisions et il bat autorité. Prévision, lié avec recettes, autorisation, c'est moyen que l'État gagne pour dépenser les recettes qui viennent là vers des objectifs qui définissent. Eh bien, les recettes et les dépenses de l'État pour une période donnée, généralement pour un exercice. Et ça fait parler des annualités d'un budget national, c'est-à-dire généralement le budget national est annuel. Voilà. Pendant l'exercice là, eh bien, pendant un exercice fiscal. Voilà. Et c'est ça, nous voulons un budget national. C'est un outil fondamental pour la planification macroéconomique. Maintenant, il prévoit des recettes, il autorise des dépenses. Voilà. Comme deux colonnes qui clés au niveau de quoi? Au niveau de là. Maintenant, dans le budget national, il faut déterminer l'ensemble des éléments clés pouvant vous permettre de faire quoi? Maintenant, quelles sont les caractéristiques au niveau principales, les caractéristiques principales à la planification macro? Maintenant, d'abord, on dit que le budget national est un instrument de gestion et de politique économique. Ça veut dire. Toute décision l'État prend pour orienter économiquement n'a besoin dans la politique là. Ça veut dire. Recette là dit, mais qui stratégie l'État fait pour joindre l'argent? Il déjà dit qui ça l'a fait. Est-ce que c'est dans le domaine de la fiscalité? Est-ce que c'est l'élargir assiette fiscale là? OK. Est-ce que c'est diminuer dans dépenses courantes, par exemple, dans salaire employé, frais administratifs, etc., frais logistiques, etc., qui pourra diminuer en façon de gagner plus moyen pour répondre avec d'autres exigences. Mais ça, on dit c'est un instrument de gestion et de politique économique. Et à partir de cet instrument et politique économique, nous avons l'ensemble des décisions que l'État prend. L'ensemble des décisions que l'État prend pour rentrer l'argent, ces recettes-là, et l'ensemble des décisions que l'État prend pour dépenser l'argent. Est-ce que les dépenses qui vont faire plus pour l'accentuer sur des dépenses courantes, c'est-à-dire des dépenses de consommation, ou bien tout, est-ce que les dépenses que l'État va faire, même il va faire des dépenses qui vont accentuer sur un capital, c'est-à-dire investissement. Ça, c'est vraiment important et très stratégique pour joindre que le budget est un instrument de gestion et politique économique. C'est-à-dire, comme nous t'ai dit déjà, pas de planification macro sans politique économique. Ça veut dire que faut que le gouvernement il ait une orientation économique. Et bien, qu'on y a là, dans cet état, qui ça pourra le faire? Est-ce que l'État va prévoir recette ou bien dépenses qui va le faire en investissement? Est-ce qu'elle va gagner des retombées positives sur le plan économique? Pas oublier, il y a une composante de base dans recette.
nous gagnons au niveau de la croissance, nous parlons de PIB. C'est produit intérieur brut. OK? Et la croissance, c'est sigma de valeur ajoutée. Sigma de valeur ajoutée dans le secteur primaire, sigma de valeur ajoutée dans le secteur industriel et sigma de valeur ajoutée dans le secteur tertiaire. Nous parlons, mesure que l'État prend à travers le budget, comment favoriser une augmentation ou bien une croissance dans différents secteurs pour augmenter le sigma de valeur ajoutée en façon pour le PIB à augmenter. Là, nous parlons de production nationale. Dans le budget, on a besoin de tout détail ça. Vous voyez ça? Comme instrument. Et instrument ça, il permettre que à l'État, et bien lui-même, il ait orientation à l'économie. Ça, c'est le budget. Et ça fait que vous ne devez pas être sans savoir, c'est ce qu'on entend par un budget national, un modèle de budget national. Eh bien, il faut normalement quand même, je vais vous envoyer un modèle de budget national, peut-être une page, pour expliquer certaines données ou bien certaines rubriques au niveau de budget national, surtout pour Haïti, pour mieux comprendre. Un instrument de gestion et de la politique économique. Voilà. Et c'est à travers budget, nous parlons des axes prioritaires de l'État. Qui ça l'État priorisé pour qu'il y ait la croissance économique? OK? Ça, c'est important. Comme nous sommes, par exemple, tout à l'heure, pour le budget 2024-2025 pour le gouvernement, ça, il y a le budget de guerre. Et non, ça va le budget de guerre, ça veut dire qui ça? C'est comme ça qu'on a dit que majorité recettes l'État va ramasser, il va dépenser en qui ça pour bailler mon sécurité ou bien pour faire la guerre, côté demandé pour faire la guerre en façon pour capable bien une structure qui est plus ou moins équilibrée et ordonnée. Voilà. Et ça fait que là, nous dit c'est un budget conjoncturel, il tient compte de conjoncture pour bailler un axe de priorité. Il y a là, on fait résoudre problème ça d'une part, et bien maintenant, il y a d'autres problèmes qui vont l'attaquer et à partir de l'ONU. Et nous allons voir le pourcentage de chaque rubrique ça qui va lier dans différents secteurs et qui est même qui va bailler valorisation que l'État baille par rapport avec qui ça qui a sorti. Voilà. Deuxième élément, cadre macroéconomique intégré. Ça veut dire que on pas qu'à faire un budget national, c'est ça me penser m'a mettez. Non. M'a fait un budget national, faut me tenir compte des agrégats économiques, surtout au niveau de macroéconomique. Je parle de cadre économique. Et ça fait que, par exemple, dans chaque budget, bon, question de lettre de cadrage, ou bien lettre de confirmation cadrage. Là, normalement, nous obligés par nos devoirs de recherche sur ça. OK? Quelles sont les informations nécessaires dans une lettre de cadrage budgétaire? Dans une lettre de cadrage budgétaire. Oui, quelles sont les informations nécessaires dans une lettre de cadrage budgétaire? Oui, c'est un devoir de recherche. OK? Qui ça n'a besoin là-dedans? Quelles sont les informations nécessaires, OK, dans une lettre de cadrage. Lettre de cadrage. Ouais, nous pouvons demander que ensemble d'informations et bon nous exemple de exercice 2024-2025. Vous voyez que sur le site internet, on a vu le modèle budgétaire ça qui fait sortir. Maintenant, c'est un devoir de recherche. Quelles sont les informations nécessaires dans une lettre de cadrage? Ça veut dire que dans la lettre de cadrage là, pas le bon ensemble d'informations qui va annoncer concernant le budget ça et qui objectif de l'État et qui ça l'État souhaité après le fait d'examiner chiffres. Au contraire, la lettre de cadrage là, nous pensons que il y a en termes d'objectifs. Il est fait en termes d'objectifs, il est fait préparer le budget en termes de chiffres et puis après ça, il y a une valeur relative en termes d'objectivité que vous gagnez. Maintenant, notez que devoirs sont son devoir de recherche et questions, ça, la fait partie des questions examens sur table. Parce que c'est extrêmement important. Nous déjà annoncé nous ça pour nous faire recherche nécessaire. Nous attendons information ça. Quelles sont les informations nécessaires dans une lettre de cadrage budgétaire? Donc, dans l'exemple,
budget 2024-2025. C'est le travail de recherche, le travail individuel à chaque groupe d'étudiants, ou bien à chaque étudiant de réfléchir sur cette question-là. Et c'est une question vraiment importante parce que à partir de l'aide de cadrage là, vous pouvez être capable de voir dans quel contexte ça nous relève cadre macroéconomique intégré. Par exemple, si nous allons en Haïti, nous avons un système économique qui est en récession. En récession économique pendant plusieurs années parce qu'il y a un taux de croissance négatif d'année après année. Mais combien? Est-ce qu'on identifie les conséquences là? Est-ce qu'on identifie les causes là? Et comme si on a dit, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Effet à ce qui s'allie, nous avons une croissance négative d'année en année. Et c'est monté, il vient plus mal. Si l'année ça a été de moins 2.1, la vient moins 2.5, 2.7, moins 4 même, etc., c'est grave. OK? Maintenant, cadre macroéconomique là, nous devons connaître comment est le PIB nous est. Production nationale là, comment ça est? Comment est le taux de chômage? Comment est le taux d'inflation? Comment sera le taux d'inflation pendant l'exercice à court terme, à moyen terme? Et c'est ça. Élément ça y est. Politique monétaire. Autant d'éléments. Cadre économique dans quelle situation? Et ça fait que l'économie n'a pas avancer. Quels sont les obstacles? Nous disons son problème d'insécurité. Et qui est le problème d'insécurité à résoudre? Et tout en pas résoudre. Comment on a fait pour nous ressortir côté nier en bas qui y a? Là, il faut un bon cadre économique. Ça veut dire que le budget national n'est pas un budget pensif. Il va penser, il va souhaiter, et puis me préparer le budget. Non. Il faut me tenir compte de la réalité économique, et c'est ça, nous, il est un cadre macroéconomique intégré. Ça veut dire outils nécessaires, valeurs, agrégats, production nationale brute, consommation, dépenses de ménage, etc. Est-ce que vous comprenez ça veut dire là? La question d'importation, la question d'exportation, le taux d'intérêt, pas oublier, quand le taux d'intérêt a augmenté, ça peut passer, investissement diminué. Ouais, ça, nous songeons relation d'utilité dans ISLM. Là, ça, nous parlons de deux droites de la production des services et puis droite sur le taux d'intérêt pour la loi budgétaire ou bien la sur et la politique monétaire. Tout ça, c'est des bagailles qui demandent une réflexion au niveau de macroéconomie. C'est-à-dire, dans quelle conjoncture on vivre, dans quelles circonstances on vivre, comment est l'économie, comment bouge l'économie, quels sont les agrégats, quels sont les indices, qui tendance taux de chômage à gagner, qui tendance taux d'inflation à gagner. On a parlé de gonflement du taux d'inflation. Ouais, le pouvoir d'achat a diminué en termes de produits et services. Vous comprenez? Il manque à entrer par les entreprises. Mais tout ça, il y a impôt pour le prendre sur l'impôt sur les revenus. La très faible, impôt pour le prendre sur les bénéfices des entreprises. La très faible, parce que l'entreprise produit des biens et services, consommateurs n'ont pas assez de moyens pour consommer. Cadre macroéconomique, c'est vraiment important. Et puis, troisième élément, outils de politique budgétaire conjoncturelle. Outils de politique budgétaire conjoncturelle. Même gens nous sortons, par exemple, au budget national 2024-25, il y aurait le budget de guerre. Eh bien, son politique budgétaire conjoncturelle. Ça que fait nous dire conjoncturelle, c'est parce que outils de politique utilisés comme décision de l'État veut dire comme ça que pour me résoudre question croissance économique là, d'abord faut me résoudre question insécuritaire. Et bien, quand il y a 6 formes de résoudre question insécurité, majorité recettes que nous avons entrées pendant l'exercice là, nous pouvons focus sur ça. Mais nous avons une bonne idée, une bonne politique économique. Mais stratégie nous utilisée, nous avons des résultats que nous avons souhaité. Est-ce que décision que l'État prend sont bonnes décisions, mais application de décisions, est-ce que la baille résultat qui va venir? Par exemple, sans nous pas dans question affaires politique, il est question de mercenaires qui venir et puis pour capable combattre les activités de gang qui empêchaient la sécurité dans des zones stratégiques sur le plan économique. On y a décision ça, politique là, c'est qui ça lié? C'est quoi? Plus l'argent dans le budget pour résoudre le problème là,
Mais cependant, est-ce que décision nous prend, couloir nous prend, objectif que nous gagnons, n'a pas tenu? Est-ce qu'il a pas résultat? Et le résultat, n'a cherché, c'est n'a pas venu. Ça veut dire, si vous faites fausse route, vous avez de bonnes idées, mais idées que vous gagnez de façon professionnelle, l'application de l'idée est mal conçue, est mal présentée. Et si l'application des idées mal conçues, mal présentée, la situation devient très difficile et précaire. Voilà. Ouais, la situation devient très difficile et précaire. Et ça fait que, outils de politique budgétaire qu'on va utiliser à, disons, conjoncturel, mais qu'on y a là, est-ce qu'on va attaquer conjoncturel? Et ça fait les budgets structurels, les nous dit bon, qui est structurel? C'est lorsque le budget dépend des besoins de chaque ministère. Et le ministère, même, définit priorité, sorti depuis dans la section communale, passer dans la commune, entrer dans l'arrondissement, arriver dans le département, jusqu'à ce qu'il arrive dans le pouvoir central. Et comme si chaque ministère a un cahier de charge, un cahier de doléances, un cahier de projets, un cahier de ensemble de projets, et bien à partir de l'ensemble de projets, ça, on a besoin assez de fonds pour atteindre projet ça, qui va nous croissance et développement. Mais les conjoncturels, on est obligé de mettre toute structure à terre. Avec dit que les ministères là, ils n'ont pas mieux comme même pour même payer les dépenses courantes. On n'a pas besoin de dire sur les moyens pour faire des dépenses en capital qui sont investissement. Ça, c'est des bagages que nous sommes obligés de réfléchir sur en ce qui a trait avec outils de politique budgétaire et conjoncturelle. C'est important. Quatrièmement, c'est pluriannualité, eh bien, de programmation. C'est vrai, le budget est préparé de façon annuelle. Mais pendant le budget est préparé de façon annuelle, le budget a entré dans le plan macro. Ah oui, il est entré dans le plan macro. Par exemple, là, on dit qu'on a fait un plan macroéconomique, il va voir. Est-ce que vous comprenez ça, me dit là? Là, on fait un plan macroéconomique, il faut me répartir des éléments à court terme, des éléments à moyen terme, des éléments à long terme. On a chaque fois budget à préparer annuellement, mais nous avons sous de pluriannualité là-dedans. Par exemple, pluriannualité avait dit qui ça? Planification faite pour 5 ans, planification faite pour 10 ans. On a chaque année décision qu'a pris, pas pour résoudre problème pendant toutes 5 ans, pendant toutes 10 ans, mais qu'à permettre que nous prenions des décisions pour nous faire plan ça marcher en fonction de temps, timing qui est gagné, en fonction de objectifs qui est gagné pendant la période là. Bon, pour exemple, pour nous expliquer. Nous avons un plan macroéconomique pour un développement pendant 10 ans. Mais à court terme, nous dit, mais ensemble de bagages qu'on a fait. Entre 1 an à 3 ans, il faut nous jeter les bases. Mais qu'on y a dans 1 an à 3 ans pour nous jeter les bases, eh bien, le budget national qu'a préparé entre 1 an à 3 ans, dans chaque année, eh bien, il va faire une partie sous base de pour jeter, pour objectif pour gagner dans 3 ans, toute base de fin jeter. Et ça fait, à côté de annualité du budget, annuel, mais il inscrit dans le cadre pluriannuel au niveau de plan de macroéconomie. C'est normal. Par exemple, si nous prenons exemple, tant que budget national nous avons pour l'année, 2024-2025, il y aurait le budget de guerre. Ça veut dire qui ça? C'est comme si nous avons dit que nous résoudre le problème de sécurité en Haïti, nous avons besoin de 3 à 4 ans pour nous faire. Mais si nous avons besoin de 3 à 4 ans, eh bien, l'argent, on sait l'année, pendant l'exercice là, pas suffit pour résoudre un problème de 3 à 4 ans. Mais qu'on y a forme de proportion suivant plan d'action qui gagne pour nous résoudre le problème de sécurité, de 3 mois, de 6 mois, de 4 mois, par exemple, déblocage de fonds qui permettent que nous jeter les bases pour nous avoir des résultats escomptés à partir de ça, d'un plan macro pour 3 ans pour nous dire, pour nous éliminer une série de bagailles. Et c'est ça nous devons comprendre. Ça veut dire que l'annualité du budget, c'est un élément singulier de pluriannualité annuelle du projet. C'est normal. Ou bien du budget national. Le projet, c'est pluriannuel et pourtant le budget est annuel. Ça veut dire son partie, son infime du projet qu'a réalisé pendant l'exercice là, suivant priorité que nous avons. Et là, on vient dire que nous avons un budget de guerre, c'est comme si on a dit,
Mon cher, nous avons un plan pour nous résoudre le problème de sécurité à 2-3 ans. Mais moi, nous avons besoin, pendant 3 ans, ça, 18 milliards de gouttes, à raison de 6 milliards de gouttes par année, qui vous abandonnent en stabilité, à court terme ou bien pendant 3 premières années. Maintenant, conjoncture a une diquette. Je ne dépense ou bien je ne déprévois, bon. Et bien qu'on y a là, conjoncturellement, on est obligé qui ça, désaffecter des fonds, comme d'habitude dans l'année précédente, sous d'autres éléments de axe qui pas trop priorité dans le budget à l'année, et puis nous prendre, nous déloger, nous délocaliser fonds ça, pour nous venir renforcer fonds pour la question de sécurité. Et bien là, ça, le budget devient un budget conjoncturel qui c'est une politique économique stratégique pour nous sortir nos problèmes pour le bail déboucher au niveau du développement de d'autres aspects. C'est extrêmement important et nous avons besoin de tenir compte de ça, la pluriannualité et programmation. Et programmation, ça, n'a parlé de plan, n'a parlé de planification qui est un plan macroéconomique. Et ça fait que, là, nous dérivons là, nous dit, le budget national est un outil fondamental de la planification économique, c'est vrai. Il dit, pas qu'à faire une planification économique, sans pas tenir compte de pouvoir et capacité que nous gagnons au point de vue budgétaire. Ah ouais, c'est très important. Et budget lui-même est annuel. Et c'est des éléments prévisionnels. C'est-à-dire qu'il y a d'autres éléments pendant le prévoir. Si que n'y a pas qu'à marcher, il y a l'autre élément qui empêche de marcher, et des quantités, ça me déprévoit, pas venir. Et si quantité, ça me déprévoit, pas venir, affectation me fait avec la quantité pas proportionnelle par rapport avec l'objectif que me gagne. Ouais, ça, yo extrêmement important et valable pour nous capables bien déterminer ensemble d'éléments. 5, on dit le budget en soi est un acte juridique et politique. Ah oui. Un acte juridique, pas un budget sans la loi finance. Il faut bien loi finance. Et loi finance, c'est-à-dire, budget a fait préparer, par exemple, dans le cas en Haïti, budget a fait préparer, et les budgets a fait préparer, on va le soumettre, il va parlementaire. Eh bien, parlementaire, même, il va le voter. Et là, ça, là, on fait une voter, il devient loi de finance. Loi de finance. Mais bon, l'autre autorité que le gouvernement gagne, le gouvernement a l'autre autorité côté que est capable de faire des rectifications budgétaires. Parce que pendant le budget et pendant l'exercice là, capable de des conjonctures qui nécessitaient des dépenses additionnelles, ou bien nous faire des affectations des fonds. Ou bien nous chercher d'autres sources de fonds pour augmenter la recette, soit sous forme d'emprunt interne ou externe, en façon de répondre. On peut par exemple pour les aléas. Oui, chaque année, capable de gagner un cyclone. Mais pas mon bagage qui dit, doit gagner un cyclone pendant l'année. Eh bien, il y a une inondation. Et ça peut passer. Ça ne prévoit pour probablement pour une inondation, il doit être trop faible par rapport à dégâts ou bien conséquences d'inondation faites pendant cette période-là. Mais là, ça, il faut nous faire des affectations de fonds pour nous faire un budget rectificatif. Là encore, il faut une autorisation pour capable de faire. Et c'est ça, nous dit qu'ils sont actes juridiques. Pour ça, nous dit qu'ils sont actes politiques. Ils sont actes politiques parce qu'ils dépendent de la volonté des dirigeants de l'État. Dans le moment budgétaire. Qui sa priorité pour eux, qui sa qui est sens sur eux. Et ça fait que faut qu'on fait la différence entre l'État et le gouvernement. L'État, c'est tout ça qui est établi selon la loi. Par exemple, une loi finance qui fait une vote par parlementaire, eh bien, il y a une décision étatique. C'est le pays qui décide. Mais si nous vivons dans une situation, gouvernement là, qui est représentant de l'État en termes de personnes physiques, parce que l'État en soi est une personne morale, eh bien, l'ensemble des éléments qui composent le gouvernement, ce sont des personnes qui éluent ou bien qui nommées suivant une hiérarchie d'élus. Eh bien, eux-mêmes, ils sont capables de faire des rectifications pour répondre avec obligation. Et ça fait nous dire, ils sont actes politiques. Politique, là, veut dire sensibilité dont dirigeants rien par rapport à une définie priorité. Et ça fait que, automatiquement, le budget national fin établi, et bien, après, on a une série d'économistes, une série de groupes, une série de chercheurs qui ont fait analyse sur eux. Et bien, là, on fait analyse sur eux, et même tout, on a regardé avec une autre lecture. Mais l'autre lecture, c'est comme tu l'as dit, yo même si dans place gouvernement, mais comment on t'a pour elle, mais comment on t'a fait, mais comment on t'a pensé. Et c'est ça que les politiques là.
politique là dépend de la décision des personnes qui dirigent l'État ou bien qui gouvernent l'État. Ouais, ça fait dire son acte juridique et politique. Juridique, il y a une loi finance, et il y a possibilité de modifier loi par des budgets rectificatifs. Ouais, c'est ça. Et ça fait qu'on y a là, de voir parler là, et budget rectificatif, vous parler, ça fait ça. Eh bien, suivant la loi de finances, ça passe, pas de parlementaire qui vous voter en loi. Ça veut dire, nous n'avons pas de nouvelle loi de finances à partir du départ des parlementaires. Ça veut dire que tout budget n'a bien là, dans le pays, c'est des budgets rectificatifs. C'est-à-dire, à partir des budgets qu'il y a déjà, eh bien, loi de finances, autorise le gouvernement capable de rectifier certains éléments. Mais ça veut dire, si on a voulu mettre aussi d'autres éléments, soit pour aller chercher d'autres recettes, ou bien soit pour effectuer d'autres dépenses, il y a difficile. Parce que, il n'y a pas de couverture de loi. Avec dit, c'est même terminologie comptable qui gagne dans le budget, ça avec même terminologie, ça, pour nous servir, mais ça fait rouler dans le budget rectificatif. A dit, pas de nouvelles lois, il n'y a pas qu'à prévoir de nouvelles recettes, il n'y a pas qu'à prévoir de nouvelles dépenses publiques par rapport à dépenses publiques dont parlementaires ont déjà ratifié suivant la loi de finances. Ouais, c'est pour montrer que complexité qui gagne, non, qui ça, complexité qui gagne, on arrive dans l'élément ça. Là, nous sommes parlé de 5 éléments clés au niveau du budget national, là, que nous voulons pour entrer dans le cadre. C'est qui ça vient? D'abord, c'est un instrument de gestion et de politique économique. C'est à travers lui-même, le gouvernement a décidé qui orientation il y a bail économie nationale là. OK? Dans quel domaine, il va chercher croissance là. Voilà, n'importe ça. Il y a un cadre macroéconomique maintenant qui est intégré. Ça veut dire nous pas qu'à faire un budget sans nous battre compte des conditions économiques pays. Comment est le taux d'inflation? Comment est le taux de change? Comment est le taux de chômage? Ouais, ensemble des éléments. La productivité en termes de biens et de services. PIB, produit intérieur brut. Ouais, ça. Et là, ça va faire la différence entre PIB nominal et PIB réel. Le PIB nominal et le PIB courant. Ça veut dire qu'il y a un gonflement de l'inflation là-dedans. La productivité réelle, il fait à partir du PIB réel. Il faut déterminer le taux de croissance. Est-ce que nous avons un taux de croissance positif ou bien est-ce que nous avons un taux de croissance négatif? Voilà, autant d'éléments qui est important. Il faut garder le cadre macroéconomique. Outils politiques budgétaires, conjoncturel, nous sommes parlé de l'idée ça, et pluriannualité nous expliquer que budget, même les annuels, mais il entre dans le cadre pluriannuel. Parce que plan national là, ou bien plan macro, il est dans plusieurs années. Parce qu'on va pas faire un plan macroéconomique pour un an. Non, on va faire un plan macroéconomique 5, 10, 15, 20 ans. Et bien, à chaque année, il y a une étape qui va marcher dans maillon chaîne vers des objectifs qu'on gagne dans 10, 15, 20 ans pour devenir réaliser. Voilà. Et puis, nous sommes parlé que, eh bien, cinquièmement, si on a un acte juridique, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une loi finance qui vous baille autorisation généralement par parlementaire. Mais à côté de la finance, le gouvernement doit pour faire un budget rectificatif. Ça fait gouvernement ça là, pas qu'un parlement va dans c'est ça. Il y a un autre bagage qui fait c'est budget rectificatif. Et là on dit budget rectificatif, ça veut dire qui ça? Pas de gagner d'autres moyens de rentrer des fonds et de recettes, il n'y a pas faire rien. C'est même moyen la loi finance déjà depuis dernier parlementaire où fini la loi finance là, c'est lui même il a rectifié année en année. Elle dit ouvre une bague possibilité de créativité. Comment on peut élargir assiette fiscale ou comment on peut peut-être réduction des dépenses ou bien éliminer des notions de dépenses, mais pourtant que la loi financière son budget rectificatif elle dit c'est manœuvre et des affectations des fonds capables faites par presque pas une créativité dans le budget national. Ça veut dire c'est même rubrique même terme c'est peut-être celle chiffre qui a changé parce que peut-être sociaux capable augmenter ou bien diminuer dans certains domaines. Voilà. Pour y a qui ça nous besoin qu'un donc le budget national est à la fois un instrument de prévision. Ça, c'est recette. Ouais, ça? Ouais, un instrument de prévision. C'est un instrument de planification. Ah oui, de bonnes prévisions pour planification. Planification veut dire qui plan. Plan veut dire qui moyen gain disponible pour être capable d'atteindre prévision ça gain. Et puis, de contrôle. Ouais, il y a trois bagages nous besoin de tenir compte que le budget national l'a fait. Il fait des prévisions pour nous capables de recevoir des recettes. Il permet que nous fassions des planifications également. Recettes, ça ne finit jamais comment pour dépenser.
Et troisièmement, il faut faire contrôle et suivi. Et contrôler par le des écarts. Écart positif, veut dire qui ça? Recette là supérieure par rapport à dépenses là. Écart négatif, veut dire qui ça? Eh bien, dépenses, eh bien, recette pas arriver dans pied dépenses pour dépenser. Ça veut dire, il y a un écart. Et ça fait que écart là, nous doit parler de déficit budgétaire, ou bien nous doit parler d'excédent budgétaire. Alors, c'est ça, vous nous comptez. Excédent budgétaire là, recette là supérieure par rapport à dépenses ou des prévois, nous avons excédent budgétaire. Et bien, nous avons un déficit budgétaire, ça passe de ça, recette là inférieure largement par rapport à prévision des dépenses que nous avons fait. Soit des dépenses publiques au niveau des dépenses courantes, ou bien des dépenses publiques au niveau des dépenses en capital. Ça est extrêmement important et pour nous noter de ça. Le contrôle qui permet au gouvernement de faire quoi? De piloter l'économie nationale. Et c'est ça que je dis. Ouais, en cohérence avec quoi? Avec les objectifs de quoi? Eh bien, de macroéconomique et sociaux. Ouais, c'est extrêmement avec politique économique, macroéconomique et sociaux. C'est extrêmement important, c'est extrêmement adaptable ensemble d'éléments sérieux pour nous tenir compte de eux. Là, nous sommes parlé du budget national, c'est-à-dire, dans un cours de planification macro, on ne peut pas parler, on ne peut pas agir au niveau de planification nationale sans le budget national. Extrêmement important. Quand y a, on nous posait peut-être une autre question encore. Nous sommes trouvés ça, c'est caractéristique qui doit gagner dans le budget national. Là. OK? Maintenant, question. Quelles sont les principales composantes d'un budget national dans une planification macroéconomique? Quand il y a une question, les composantes. Quelles sont les composantes? Bien, composantes dans le dit ça. Qui ça doit dans le budget? Et ça que les composantes. Qui ça composé le budget national là? Premier bagage qui compose le budget national là, il y a les recettes publiques. Les recettes publiques là veut dire qui ça? Recettes que l'État lui-même lui fait. Rentrer. Ouais, les revenus de l'État. C'est ça, les recettes là. En Haïti, si nous prenons les recettes de l'État, les chita sous qui ça, mes amis? Les recettes de l'État, les chita sous des institutions de perception des taxes et impôts. Et en Haïti, nous avons deux grandes institutions de perception des taxes et impôts pour l'État. Un, nous avons DGI, la Direction Générale des Impôts. Deux, nous avons Administration des Douanes. C'est-à-dire, taxes et impôts, eh bien, nous avons, c'est DGI qui fait calcul ça pour nous. Mais quand il y a perception de tarifs douaniers, eh bien, c'est la douane qui fait. Ça veut dire, nous avons deux institutions sources, eh bien, comme institution publique, eh bien, qui retirer l'argent pour l'État. Voilà. Ou bien qui ramasser l'argent pour l'État. Là, nous avons les recettes publiques. Puis devant, nous allons voir que les recettes publiques vont seulement chita sous deux institutions de base, qui ramasser l'argent. L'État va gagner des recettes non fiscales également. Ça veut dire l'État va gagner des recettes non fiscales. Et parmi les recettes non fiscales, vous songez nous dire la fois déjà. Les entreprises privées de l'État. Ça veut dire entreprises privées de l'État. C'est entreprises peut-être industrielles et commerciales dont l'État établit qui produit bien ou service ou bien qui produit richesse et puis lui-même de commercialiser produits avec nos citoyens. Et ils joignent l'argent là-dedans. Et par exemple, on peut citer quelques entreprises dont l'État a gagné. C'est qu'on époque, il a gagné Téléco. Téléco, c'était une institution de télécommunication que l'État te baille et puis lui-même il te baille service. Maintenant, nous parlons de EDH. On nous dit EDH, il fournit service de courant et d'énergie électrique, eh bien, l'État va devenir l'argent. Ce sont des services non fiscaux. Les services non fiscaux, ça doit augmenter recettes de l'État. Ouais, voilà. Nous avons des minoteries, nous avons fait farine, nous avons des cimenteries, nous avons fait ciment. Ouais, autant d'éléments qui est possible. Nous avons des aciéries d'Haïti, nous avons fait faire. Ouais, c'est pour montrer que les entreprises privées de l'État, il y a beaucoup de contributions pour l'adapter. Mais par exemple, ça. Majoritairement, recettes publiques, yo doivent chita sous taxes et impôts. Ah oui, près de 90% des recettes de l'État comme recettes publiques, ils doivent chita sous des taxes et impôts. C'est-à-dire, les autres stratégies capables de porter ensemble de base. Ça veut dire que, faut que concitoyens, aient une activité économique, pour qu'ils aient revenus, en façon pour l'État capable de percevoir des taxes et impôts. C'est ça. Nous devons faire différence entre taxes et impôts. Impôts, eh bien, c'est une obligation fiscale que l'État fait avec les citoyens sans avoir aucun de services en retour là-bas.
Ça veut dire, impôt, c'est moyen que l'État doit gagner lui-même pour faire l'État fonctionner. Le gouvernement doit gagner pour faire l'État fonctionner. Pourtant, taxio, c'est payer taxe là, en fonction de vos services que vous obtenez en retour. Par exemple, on taxe. L'on paye un droit de timbre pour un passeport. Son taxe. Parce que, bon, service ça, c'est seulement l'État qui achète. Vous payez ça, son taxe. OK? L'on paye pour carte d'identité nationale. Et bien, pour un numéro DGI, NIF. Ça, son taxe. Parce que l'État bon service. Et ce service-là, c'est l'État seulement Kabaoul. Ça veut dire, tout ça, l'État Kabaoul comme service, et ou acheter le nom de l'État, sont forme de taxe. Eh bien, c'est comme ça. Par exemple, au niveau du passeport, là, hein, pendant la période qui était en pile des marches pour mon Biden, etc., mais l'État est en pile temps, en pile taxe, parce que tout le monde est presque à faire passeport. Ouais, ça. Tandis que l'impôt, c'est en fonction du revenu que vous faites et réalisation que vous faites, eh bien, l'État lui-même il perçoit de façon annuelle. Voilà. Et c'est ça, nous tenons compte pour l'État. OK? Mais là, c'est perception de recettes publiques pour que l'État joigne l'argent. Deuxièmement, là, nous avons sacré les dépenses publiques. L'État finit ramasser tout l'argent, la ramasser, eh bien, qui ça le fait avec eux? Si ça, l'État fait des dépenses courantes, de ce qui ça lié. Il paye salaire fonctionnaire, il paye tout ça, l'État a besoin pour fonctionner, qu'il achète dans main des entreprises privées. OK, tout ça, l'État a besoin pour fonctionner en termes de matériel, etc. Et tout organisme, tout ceci, tout cela, il y a les dépenses courantes. Et parfois, dans les dépenses courantes, l'État fait transfert tout. Transfert, c'est-à-dire, il fait des œuvres sur le plan social. Par exemple, nous avons un Fonds national d'éducation. Ça, nous avons FNU, qui c'est Fonds national d'éducation. Eh bien, l'État, il collecte les taxes de façon directe pour le faire qui ça? Pour le capable de support avec l'éducation. Son forme de recette de l'État. Mais comme on loi qui tout État qui dit comme ça après aller directement pour faire l'éducation, peut-être il va même entrer dans même s'il entre dans le budget, c'est entrée sortie parce que déjà on loi qui tout définit rubrique ça, Fonds national d'éducation, ça va aller $1.50 chaque monde yo bail. Il y a clair fait un transfert, il doit aller directement sous compte Fonds national d'éducation. OK, ça veut dire que dans dépenses publiques de l'État, il y a des dépenses courantes et puis dépenses courantes ça c'est bail aide avec population, etc., paiement salaire, paiement des éléments de fonctionnalité de l'État, etc., c'est dépenses courantes. Maintenant, parmi les dépenses publiques, il y a dépenses en capital. Dépenses en capital, c'est lorsque l'État décide de faire des investissements. Par exemple, l'État fait des constructions, routes, par exemple, ponts, par exemple, marchés publics, par exemple. Ça, c'est des éléments pour booster l'économie nationale, là. Ça veut dire qu'il y a plus communication, il y a plus stratégie, il y a plus d'éléments de base qui permettent que, eh bien, nous recenser ou bien nous travaillons un ensemble d'aspects à travers les bancs. Là, nous sommes expliqués que plusieurs éléments qui gagnent un non-budget national et nous parler de ça, de dépenses publiques. Là, encore, troisièmement, nous allons parler de cadre macroéconomique. Pour parler de cadre macroéconomique, il faut tenir compte de plusieurs aspects qui sont liés à conditions économiques dont on va faire budget national ça. Comment est la production nationale, le produit intérieur brut, comment est la production nationale, le PIB, le PIB national, comment est le taux d'inflation, cadre de DICRA. Et c'est là, nous avons parlé de qui ça, de on lettre de cadrage par rapport, faut tenir compte des agrégats économiques. Et ça, mais ça nous le dit par là, on dit ça. Elle dit, nous pas quand on penser pour nous dire, bon, nous préparer un budget pour l'État haïtien pour, comme on a dit ça, pour 400 milliards de gouttes, par exemple. Par exemple, mais pour dire 400 milliards de gouttes là, qu'est-ce qu'on va poser de tout? Qu'on va venir? Qui qu'on va venir? Est-ce que c'est prêté après tout? Et même si on va prêter, il faut prêter pour remettre. Est-ce qu'on va investir 400 milliards de gouttes, ça, il va y avoir possibilité pour rembourser l'argent. Et ça fait que de l'argent au monde prêté dans le monde, seulement on l'argent de consommation. Il va jamais capable de retourner à la surface encore, ou même pour travailler, parce qu'on ne peut pas entrer dans une activité économique pour répondre. Ils sont l'argent de consommation. Et quand il y a l'argent de consommation, qui activité de revenus que rien pour capable rembourser montant ça. Ça veut dire que le budget n'est pas pensif. Le budget, il doit faire des calculs sur des paramètres réels, de conjoncture économique réelle. Et ça fait que un budget en centrale électrique d'un pays étranger est capable de dépasser largement le budget national haïtien.
Et c'est ça nous besoin comprendre là. Alors, il faut tenir compte du cadrage économique là et de macroéconomique. Est-ce que nous avons une économie expansion? Est-ce que c'est expansive? Ou bien est-ce que nous avons une économie restrictive? Eh bien, actuellement, là, nous avons une économie restrictive. Pour quelle raison? Parce que nous avons un taux de récession économique d'année en année pendant plus des dernières années, ça là, qui vient dans l'économie. C'est-à-dire, nous plus une économie restrictive. Nous parlons d'économie expansive. Ça veut dire que nous pas qu'à faire développement, nous pas qu'à faire croissance, nous pas qu'à faire, il faut tenir compte de ça. C'est comme si, budget nous plus gagné, c'est un budget fonctionnel, ou bien un budget de compensation des redevances à niveau ou bien à capacité que nous gagnons. Ouais, c'est ça. Nous avons besoin de tenir compte de lui. Et puis, après ça, nous avons les secteurs budgétaires. Mais qui ça nous est le secteur budgétaire? Il y a plusieurs secteurs là-dedans. Nous avons un secteur économique. Nous avons un secteur industriel. Nous avons un secteur politique. Ah oui, il faut tenir là. Nous avons un secteur socio-économique, etc. Mais ça, c'est différents secteurs. Le secteur politique, secteur économique, tout secteur, ça a une influence, surtout le secteur politique là. Parce que quand il n'y a pas de stabilité politique, ou difficile de croissance économique. Ah oui, parce que pas de plan, pas de projet, pas d'avenir, pas de projection, et qui est assez intéressant. Alors, les différents secteurs, nous parlons de loi. Nous parlons également de loi finance. Nous parlons de loi finance. Par exemple, sous par exemple Haïti, depuis qu'il y a une loi finance. Il y avait depuis le dernier parlementaire, il fait bail loi finance. Mais après ça, tout budget va gagner, c'est budget rectificatif. C'est-à-dire que agrégat qui gagne dans le budget de la loi finance, ça avec même agrégat ça a servi et puis seulement c'est le montant qui est ajusté en fonction de perception que vous gagnez en termes de rentrée. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à faire l'élargissement de l'assiette fiscale, il n'y a pas qu'à bonne décision va prendre, même les dépenses va qu'à éventuellement, parfois c'est désaffecté, d'être dépenses dans d'autres domaines pour faire, pour capable faire une autre bagaille. Voilà, c'est ça. Et nous parlons également des documents et outils de planification. Eh bien, documents et outils de planification, ça fait qu'en Haïti, nous avons un ministère qui est le ministère de la planification. Eh bien, le ministère de la planification, c'est qui ça dit? Faut que dépenses de l'État, ils planifier au préalable. Planifier au préalable, ça veut dire que l'argent va le sortir comme ça. Et ça fait que, en Haïti, là, il y a plus qu'on gagne, parler d'une loi d'urgence. Ah, mais loi d'urgence, c'est qui ça lié? C'est comme si, au lieu pour faire une série de procédures de planification pour sortir l'argent, comme vous voulez sortir l'argent rapide, pour créer une loi d'urgence pour que le gouvernement capable de fouiller même avec facilité pour faire une série de dépenses après la bas résultat. Et c'est ça qui vient d'une source de corruption. Ça fait une source de corruption, c'est parce que autant de lois d'urgence qui gagnent, c'est autant de pouvoir et bien, le gouvernement a gagné pour capable entrer, faire des dépenses sans pas passer suivant la loi. Parce que l'on va faire là, document et outils de planification. Dans le ministère de planification, selon le budget, selon le code budgétaire, eh bien, l'argent qui est affecté pour faire, il est pour faire, et c'est pour dépenser. Ou pas rien pour faire des affectations là-dedans, parce qu'il y a déjà une planification comme outil. Et ça fait un ministère de planification. Qu'on y a que nous avons deux dilemmes que nous trouvons là-dedans. Quel dilemme? Premièrement, budget à préparer, c'est des budgets nationaux. Et budget, c'est aussi des budgets rectificatifs. Ça, c'est une contrainte. Ça veut dire que l'État va faire d'autres perceptions par rapport à ça qui est voté dans le dernier parlementaire. OK? Au niveau des dépenses, l'État n'a pas élargi les dépenses en fonction de ça qui est bien, mais il est capable de rectifier. Rectifier veut dire ça. C'est presque montant seulement qui a changé. Vous voyez? Ouais, c'est montant est capable de changer, mais par une propre modification qu'elle fait. Ça, c'est première situation. Deuxièmement, une bonne rubrique, qu'on y a loi d'urgence. Loi d'urgence, c'est comme si question planification, mettons pas au côté. C'est comme si budget a cité sur urgence, et urgence, by gouvernement, certaines autorisations pour faire une série de dépenses, et l'elfe une dépense, l'a dit, mais ça le fait. Si vous comprenez ça, c'est réalité. Alors, nous prenons exemple Haïti. Mais si nous avons un pays qui est structuré, qui est organisé, tout ça qui a sorti, il faut passer par le ministère de planification, suivant ça qui prévoit dans le budget national. Là. Et puis, toute bagarre descend bien douce, et sans difficulté, sans problème. Et ça fait qu'on va avoir un taux de corruption en Haïti qui est très élevé par rapport avec un ensemble de services. On a besoin de SCC, on a besoin de poursuivre des comptes qui vous fait évaluation des audits financiers avant que même vous amener des activités et on a besoin d'une série de détournement de fonds, ça a des sorties pour tel bagage et faire pour l'autre bagage, etc. Par exemple, là, on parle de budget
lorsqu'on parle de loi d'urgence. Et loi d'urgence, ça permet au gouvernement ça capable de décider pour prendre 4 millions de gouttes pour l'al dans festivité pour faire d'abord. Oui, tandis que c'était un budget national qui était bien établi suivant la loi finance, et là, ça, il faut aller dans documents et outils de planification nécessaires pour voir combien comme de prévoir pour question festivité du fait des drapeaux, en façon pour être capable de bien dépenser. Là, nous sommes prendre des exemples ensemble avec nous, nous allons comprendre qui ça nous relève, eh bien, comme on a dit ça, il y a un budget national. Nous expliquez-nous, nous sommes nous ensemble d'éléments. Quand il y a là, ces composantes permettent d'assurer une gestion cohérente. Nous avons dit ça déjà. C'était la gestion. Ouais, c'est rôle là. Ouais, le budget national, qui permet que nous fassions une gestion. Ouais, la gestion. Oui, d'assurer la gestion cohérente des ressources publiques. Il dit l'argent de l'État en lien avec les objectifs macroéconomiques et de développement du pays. Ouais, ça veut dire que budget, il dit clairement, mais comment ressources mais comment recettes mais comment dépenses et ressources l'État mais comment on a utilisé le pour année et là on utilise la bonne escient mais qui résultat que n'a besoin et résultat que n'a besoin et bien c'est résultat qui est capable d'améliorer conditions économiques du pays au niveau de macroéconomique également au niveau de développement du pays. Ça veut dire que il y a une croissance et ressources bien utilisées pour le développement économique du pays. Après ça, nous avons une dernière partie que nous avons examinée, les principales sources de recettes pour financer le budget national. Là, nous avons recettes publiques de l'État. Ça veut dire qui côté l'État joue une recette liée pour le capable de financer. Et je pense que dans le prochain cours, nous avons bien pour nous parler des dépenses publiques. C'est le même qui est plus important dans le budget recettes qui côté yo joindre et dépenses qui ça fait et de parler de deux types de dépenses courantes pour le fonctionnement de l'État, les salaires, les éléments de matériel, des services et des biens pour le fonctionnement de l'État, ça c'est dépenses courantes de l'État, et bien ça crée des dépenses en capital, qui c'est dépenses de l'investissement de l'État, lorsque l'État lui-même investit dans les infrastructures, et bien qui permettent, qui faciliter le développement, la circulation au niveau de l'économie. Quand on prend les principales sources de recettes pour financer le budget national. Qui côté l'État doit joindre l'argent pour financer le budget national? Ça, nous avons besoin qu'on ait. Eh bien, l'État, il doit joindre l'argent, on parle de recettes fiscales. C'est de la fiscalité. D'abord, nous avons parlé qu'en Haïti, nous avons deux institutions de base qui collectent des impôts et des taxes pour l'État. Eh bien, ce qui est assuré, c'est DGI, Direction Générale des Impôts, d'une part, et d'autre part, nous avons Administration Générale des Douanes, AGD. Eh bien, maintenant, chaque parti, impôts et taxes, c'est pour interne, ça veut dire des concitoyens, DGI prend, tandis que des prélèvements sur tarifs douaniers, c'est externe. Ouais, c'est externe. Soit on fait exportation, soit on fait importation. Après ça, après impôts, après taxes, par exemple, nous avons une taxe en Haïti qui c'est TCA. Tout consommateur en Haïti, ou bien tout le monde qui est en Haïti, il paye TCA. Et ça fait son impôt indirect. Ça fait son impôt indirect, ou pas aller directement dans des GE pour dire, oui, je viens payer TCA. Non, pas faire comme ça. Eh bien, l'État, il met une structure, côté tout vendeur, pendant la vente, il faut ajouter sous prix de vente à 10%. Ou bien, même vendeur qui ça le fait, tout inclut 10% la donne. Là, la vente là, 10% tout la donne. Là, il fait déclaration des ventes, le 10 de chaque mois, par exemple, si 10 juin là, ça passé, eh bien, 10 juin ça, chaque entreprise, il aurait en fait déclaration de chiffre d'affaires, pour le mois de mai. Et automatiquement, il fait déclaration de chiffre d'affaires pour le mois de mai, au redans de l'État. Parce que 10% de chiffre d'affaires, ça, l'État doit réclamer sous forme de TCA. Et redevance fiscale de chaque entreprise, chaque le 10 de chaque mois, il faut qu'on déclare chiffre d'affaires du mois précédent. Et chiffre d'affaires là, quand il s'agit de vente à crédit, quand il s'agit de vente au comptant, total, vente au comptant et vente à crédit, il va où chiffre d'affaires. Et 10% de ces montants-là, il doit réserver directement à l'État. Ça, pas une blague là-dedans. Alors que c'est pour montrer que nous avons un TCA comme un impôt indirect que nous prenons. Nous avons les taxes, ça fait les taxes. C'est parce que c'est comme si ils prennent sous forme de prélèvement par rapport avec l'activité. Et ça fait les taxes qui sont impôts liés parce que généralement, il devient annuel. Après ça, nous gagnons l'État dans la fiscalité, recette fiscale là, il fait prélèvement sur les revenus. Eh bien, il fait le prélèvement sur les revenus individuels. Il dit ça IRI.
impôt sur le revenu individuel. Là, dit qui ça? Tout le monde qui travaille en Haïti, ou fait un revenu, l'État a un pourcentage là-dedans. Bon quantité de revenus fait pendant l'année, l'État va prendre rien sur lui. Tout le monde qui travaille, total là, je le fais en année, il va 60 000 gouttes, l'État va prendre rien pour 0%. Mais au-delà de 60 000 gouttes pendant l'année, eh bien, l'État qui ça le fait lui-même, il fait calcul impôt sur le revenu pour bon barème. Là, c'est la fiscalité. Dans barème, non, si je ne m'abuse, il dit de 0 à 60 000 gouttes, l'État prend 0%. De 60 000 une goutte à 240 000 gouttes, l'État prend 10%. Sous combien? Sous différence, 240 000 moins 60 000, ça va 180 000. 180 000, 10% de 80 000 là, il va 18 000 gouttes. Si ça a dépassé 240 000 gouttes, de 240 000 gouttes à 480 000 gouttes, on le fait 480 moins 240, il va 240 000 gouttes, l'État lui-même, il prend 15%. Et l'on prend 15% de 240 000 gouttes, et bien, comme l'avenir, 36 000 gouttes. Ouais, ça? Elle dit, dans le tranche avant, on prend 18 000, et bien, dans les après, on prend 36 000 gouttes. Et puis, de 480 000 gouttes à 1 million de gouttes, l'État prend 25%. Et l'on fait 1 million de gouttes moins 480 000 gouttes, il va 520 000 gouttes. Et l'on prend 25% de 520 000 gouttes, il va 130 000 gouttes. Ça veut dire que dans le l'État, il y a 3 tranches. 0% sur la limite de 60 000 gouttes. Dès que vous dans la limite 180 000 gouttes, vous avez 10%. Dès que vous dans la limite 240 000 gouttes, vous avez 25% qui représente 36 000 gouttes. Et puis, dès que vous dans la limite de 480 000 gouttes à 500 000 gouttes, eh bien, vous avez combien? 25%. Oui. OK? Oui. C'est 10, 15 et puis 25%. Ouais, 10, 15, 25%. Et puis, de pouvoir toucher comme salaire plus que 1 million de gouttes pendant l'année, eh bien, 30% de 1 million de gouttes ça qui doit aller dans l'État. Ça, c'est barème. Il y a ça, impôt sur le revenu individuel. Ça, c'est IRI. L'État également, il prend impôt sur les entreprises. Si entreprise est une personne morale, ça veut dire une société anonyme, mais si entreprise a fait 100 000 gouttes comme bénéfice pour l'année, eh bien, l'État a 30 000 gouttes là-dedans. Parce que le pourcentage l'État exigé avec l'entreprise, il va dans barème avec eux. Quel que soit le revenu que vous faites, vous avez 30% là-dedans. Ça veut dire que sous chaque 3 entreprises qui fait 100 000 gouttes, l'État fait 90 000 gouttes. C'est-à-dire qu'il fait plus que une entreprise lui-même l'irrité comme revenu s'il fait 100 000 gouttes. Ça, c'est en termes de impôt sur le revenu. Ça, c'est recette de l'État pour l'État lui-même y entrer l'argent. Là, ça, nous parle d'impôts, nous parle de taxes, nous parle de prélèvements sur les revenus, et puis nous parle d'impôt sur la propriété. Eh bien, impôt sur la propriété. Et qui ça nous dit sur impôt sur la propriété? Propriété, c'est qui ça dit? Il y a une propriété intellectuelle. Et il y a une propriété, par exemple, sous des immobiliers. Par exemple, tout le monde qui a une caille dans l'espace économique, là, eh bien, il doit bailler l'État impôt foncier. Impôt foncier, son droit l'État gagné de pouvoir habiter sous territoire, et bien, ou en caille ou en construction, il faut bailler. Ça, nous connaissons les impôts locatifs, là, nous-mêmes, qu'à payer. Ça, c'est impôt foncier. Sous fond production intellectuelle qui va vendre, eh bien, l'État lui-même, il prend un impôt sur la propriété. OK? L'État lui-même, il prend d'autres impôts également sur vos transactions à faire, une vente, et puis, il y a un impôt qui prend sous lui, il y a un pourcentage qui prend sous lui. Il y a un achat, il y a une cession, il y a un don, il y a. Ça veut dire que l'État, il perçoit un ensemble de taxes et impôts, et si ça va aller des recettes fiscales. Sur le capital, par exemple, sous sorte investi, sous ensemble de valeurs, sous patrimoine, donc, il y a un pourcentage de l'État régulièrement. Et ça a les recettes fiscales qui pourraient augmenter les recettes publiques de l'État. Alors, les recettes fiscales là sont éléments de recettes publiques de l'État. Qui l'autre recette encore pour qui n'en composant de recettes publiques de l'État? Nous avons des recettes non fiscales. Et des recettes non fiscales, c'est pas des bagages que vous payez des taxes et revenus pour eux, mais c'est des bagages que vous payez parce qu'on a exploité. Par exemple, revenu de patrimoine de l'État. Ça veut dire revenu de patrimoine de l'État. Par exemple, il va dire que y a un monde qui a la pêche qui pêche poisson, l'offre une vente poisson, ou un pourcentage dans l'argent poisson dans l'État.
Pas parce que l'homme est pour l'État, mais c'est parce que son exploitation. Par exemple, on dit qu'on mine sable. Eh bien, mine sable là, qui s'appelle passer, toute mine appartient à l'État. Eh bien, ou même on va exploiter, eh bien, l'État lui-même lui utiliser un pourcentage ou bien en valeur parce qu'on fait ça. Ça, c'est non fiscal. C'est parce qu'on a consommé les biens qui appartiennent au public là, de façon individuelle, eh bien, ou même faut pas public l'on bagaille. Et même si on a une source d'eau, eh bien, on source d'eau par la public. Eh bien, l'État lui-même, il doit taxer chaque monde dans la zone, pour de l'eau que on prend ou joindre dans terre, eh bien, au moins, au bon montant, ou bail. Ça, c'est non fiscal. Ouais, sous revenu de patrimoine de l'entreprise, exploitation des ressources naturelles. Nous y avons revenu de ces activités industrielles et commerciales. Eh bien, recette non fiscale de l'État lui-même, les carrières pour entreprise parle qui fait son nom. Même je nous ai parlé de EDH, qui c'est entreprise de l'État. Même je nous parlé, exemple, de CAMEP, ou bien d'INEPA, qui c'est entreprise de l'État. Ce sont des entreprises qui fournissent des services, et services, ça y a en retour, population payée. Il y a des entreprises privées de l'État, c'est-à-dire l'État, il y a une activité commerciale, il y a même, constatement, il y a une activité industrielle, il y a même. Tout ça, il y a une recette. Ouais, il y a une recette. Ouais, il y a une recette, il y a augmenté les recettes publiques de l'État, ce sont des recettes non fiscales. Qui cause l'État qui a fait de l'argent encore? L'État lui-même, il a fait des emprunts. Ouais, des emprunts et des financements internes. Ça veut dire, l'État a demandé sociétés à prêter l'argent. Ça veut dire, nous-mêmes qui gagnons l'argent dans l'économie, nous avons prêté l'État. L'État a deux façons de prêter. Il a prêté sous tirage. Ça veut dire, l'État a prêté sous tirage. Par exemple, lorsque déposons un corps dans la banque commerciale, là, toute quantité de corps vous déposez dans la banque commerciale, là, pas arrêté dans la banque commerciale. Là. Par exemple, par le billet de la BRH, bon taux qui est le taux de réserve obligatoire. Ça veut dire. L'État dit par le billet de BRH, chaque fois qu'on a déposé $100 dans la banque, là, eh bien, il y a $20 qu'à joindre BRH. Il fait comme si c'est un cas de sûreté ou bien de cas de faillite de l'entreprise, au moins tout l'argent on va perdu, au moins l'État récupéré 20% pour vous dans l'argent. Mais comme ça, son calcul, qu'elle déposé, qu'à l'État, et puis, eh bien, l'État, comme ça, dans mes BRH, eh bien, ça le fait lui-même, chaque besoin fait tirage sur lui. Ouais, elle fait tirage sur lui. C'est un argent psychologiquement que par exemple sorti. Ah oui, tout autant que gagner, moun qui gagne dépôt en dedans banque là, 20% de l'ensemble des dépôts, il doit en dedans BRH comme taux de réserve obligatoire. Mais l'État a besoin, il passe par le billet de Banque centrale, l'entrée dans l'argent, ça, il fait tirage. On l'autre fois encore, l'État est capable de prêter l'argent dans les moun dans l'économie en toujours. Lorsque l'État émet des bons de trésor. Eh bien, bons de trésor, là, c'est qui ça? Bien, l'État, quand il a besoin de l'argent, il a besoin de prêter dans les populations. Qui ça le fait? Il passe encore par la Banque centrale. Banque centrale, là, c'est qui ça lié? Il offre avec banque yo, banque nationale yo, mais banque commerciale yo. Il dit, bon, pas de problème. Nous avons un bon de trésor là, qui est égal à comme ça, à 1000 gouttes. Mais bon de trésor à 1000 gouttes ça, eh bien, on est capable de tirer bon de trésor ça après 3 mois. Eh bien, l'État me donne l'argent. Il dit, bah, bon 1000 gouttes, je prends 900 gouttes dans mes mais après 3 mois, je bon 1000 gouttes. C'est comme si l'État mettait un intérêt 100 gouttes sur 900 gouttes ou bah là. Eh bien, comme banque commerciale de pas donne l'argent dans mes clients qui ont dormi. Eh bien, comme l'État a une garantie comme ça sous bon de trésor, ça vous fait, il prend une quantité dans l'argent qui est stocké sous forme d'épargne, parce que bon taux d'épargne va jamais chuter en banque là, parce que tant qu'on a fait des pots, on a fait des traits, on a fait des pots, on a fait des traits, eh bien, il y a un taux qui va jamais diminuer dans la quantité contenant d'épargne. Il y a au-delà de 20% sur chaque compte, mais le reste, et bien, tout ça, banque va décider que ça le fait, là, le profiter, fait un petit intérêt sur le bon de trésor, ça, parce que c'est l'État va courir, va sauver, et bien, ça a son assurance, sur chaque 900 gouttes, dans 3 mois, on a fait 100 gouttes. Voilà. Ça, c'est un exemple pour nous prendre que l'État, il fait des emprunts internes. Ça veut dire, il ne parle pas des populations avec bol couille, il dit, nous besoin d'argent, nous besoin d'argent, nous besoin d'argent. Il utilise banque centrale là, qui contrôle tout système bancaire là, tout dépôt, toute masse monétaire qui gagne dans l'économie, et puis qui a servi avec elle pour capable faire des emprunts qu'on appelle emprunts internes. Et puis, à travers des emprunts internes, ça, soit l'État fait des tirages, ou bientôt, il baille ça nous le bon du trésor. Là, nous sommes parler de lui, nous avons explication sur eux et concernant.
Qui vote l'État qui a joué l'argent encore comme quatrième élément? Eh bien, l'État est capable de jouer des dons et des aides externes. OK? Par exemple, si tout le monde est souffrant, OK? Par exemple, en Haïti, ou il y a d'autres pays qui ont aide. Mais il y a aide qui baille sous forme de matériel, il y a aide qui baille sous forme de provisions, etc. Ou là, comme ça, il y a aide tout qui baille de façon monétaire. C'est l'argent qui baille. Ou bien tout, plusieurs pays doivent venir bailler Haïti. Aide, mais c'est sous forme emprunt. Quand il y a au lieu pays à contracter directement avec Haïti, là, le déposer comme là dans la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Quand il y a Fonds monétaire international contracté emprunt avec le gouvernement haïtien. Quand il y a nous pas doué, ni pays entre par exemple, 3 pays qui doivent besoin d'Haïti ont aide sur le plan financier, entre par exemple les États-Unis, le Mexique, le Canada. Mais 3 pays ça ont fait, donc ils prennent comme à le déposer dans la Banque centrale, dans le Fonds monétaire international, dans la Banque mondiale. Et bien, quand il y a la Banque mondiale lui-même, il traite avec Haïti, et bien, m'a prêté l'argent ça, moyennant, pour une période de 20 ans, ou a bien un taux d'intérêt, ou a payer tant, et bien, qui se service de la dette, et puis, ou a fait remboursement ça. Quand il y a directement en affaire avec PIA, directement en affaire avec le Fonds monétaire international. Alors, ça, eux, ce sont des aides. Là, on dit, il y a une aide du Fonds monétaire international, c'est sous forme de prêt. OK? Mais parfois, pays, ça, c'est des dons qu'ils ont fait. Mais comme yo ba ou, là ba ou en économie, ou vin pi pauvre. C'est ça, oui. Préférez yo prêter en économie pour vin pi riche. Qui différence il y a entre les ba ou en économie et les prêter en économie? Yo dit les prêter en économie ou vin pi riche, pourtant les fort cadeau vin pi pauvre. Eh bien, on nous établit différence pour vous. Les yo fort cadeau vin pi pauvre, veut dire qui ça? C'est comme si ils mettent dans l'incapacité de productivité, ou toujours attendre bon l'eau, ou pas concevoir, ou pas penser, ou toujours une bonne économie dépendante. Ah, mon cher, l'année dernière, pays a dans mon bagage, m'attendre encore l'année dernière, ou pas faire effort nécessaire. C'est ça, ou une plus pauvre, ou une manque de créativité. Pourtant, laissez prêter au prêteur, ou une plus riche. Ça fait au prêteur, ou une plus riche. Si vous prenez $100 dans même monde, non. Mon nom te dit sur chaque $100, bon $10. Et bien, qui sont fait pour nous? Ou après $100, ça, vous faites faire $120. Ou faire $120, pour quelle raison? Pour qu'à balle $10, te dit, ou balia, et puis, ou même, vous faites $10 en plus. Et bien, ça, on fait la création de richesse. C'est ça, nous devons comprendre. Ça veut dire que les ordres du Fonds monétaire international, c'est appauvrir, pas appauvrir les petits pays. Et puis, on ça crée de l'offre dans l'argent dans le Fonds monétaire international là, mais tout doux maintenant qui domaine pour investir. Et si vous pas investir dans le domaine ça fait pas. Et puis, il y a des conditions. Parfois, il y a tout établi des cadres qui vont même consommer l'argent prêté parce qu'on va avoir des ressources humaines qualifiées pour exploiter ce qu'on va faire. On va comprendre. Par exemple, le doit bon au Fonds monétaire national pour construire 50 lycées, par exemple. Eh bien, si le lycée, ça dit, c'est un lycée flambant neuf, il faut y avoir une technologie là-dedans, etc. Mais quand il n'y a pas une grande université en Haïti qui étudie la technologie. Eh bien, même entreprise, eh bien, même pays, c'est eux même qui ont des techniciens, par exemple, qui viennent manger presque de 50 à 60% de l'argent au préto, là, sous forme de qui ça? Sous forme de main-d'œuvre, de qualification qui est au en termes de service. Il y a une formation avec professeur qui travaille dans le lycée, ils construit le lycée, ils viennent avec des matériels de flambant neuf qui sortent dans le pays, ils viennent, importation, exportation, ils font bénéfice sous lui, et sans compter main-d'œuvre, utilisation et formation pour l'autre monde. Ça veut dire, même l'argent au préto là, ou seulement réalisé, bah là, mais qu'on y a, comme son lycée fait, son dépenses publiques liées sur le plan social. Elle dit, pas gain l'argent pour rentrer en terme dans l'argent lycée, au point que pour l'aider à rembourser dette ça. Qu'on y a forme d'autres recettes fiscales pour me vendre l'argent, pour me remettre l'argent ça. C'est comme si son l'argent prêté sur recettes fiscales qui viennent dans le futur pour me capable de faire des investissements ou bien pour me répondre avec des besoins des gens au niveau national. Voilà, c'est autant d'éléments que gagnent, nous parler de aide fiscale. Ouais, là, nous sommes parlé d'éléments clés, et éléments ça, nous tirons exactement dans le budget national en Haïti, pour nous montrer. Par exemple, il y a des pays qui pas bâti ça. Il pas gain don, il pas gain aide. Il y a des pays qui pas gain rubrique ça dans le budget même. Il a dans don, il va dans aide. Parce qu'il pas tant de l'autre pays, il pas besoin d'aide. Parce qu'il connaît aide là, c'est appauvrir. Il pas aider le réfléchir, il pas réactiver l'économie. Ouais, voilà autant d'éléments que nous avons besoin de tenir compte. Même pour un pays en développement ou bien sous-développé en Haïti, eh bien, on va voir une rubrique ça quand même dans le budget, les dons et les aides, eh bien, extérieures. Et généralement, c'est un source complémentaire de fonds, mais qui gagne toute entrave qu'il là-dedans. Ouais, je veux dire, on va combien de fois Haïti doit par rapport avec des dettes qui étaient contractées par rapport à FMI. Vous comprenez ça? Et c'est d'où doué. Et l'ordre doit stopper mentalement.
ou doit ou pas cap venir demander prêter encore. Je dis en bien, pour bien souvent de prêter, sortez prêter avant, bail, et ou pas capacité pour bail parce que c'était dépenses publiques ou faites pour des dépenses courantes ou bien vous te répondre avec des besoins sans c'est pas des dépenses d'investissement qui est capable de retomber l'économie pour rembourser dette là. Voilà autant d'éléments. En conclusion, qui ça nous aujourd'hui au niveau du budget national? On dit que le budget national, il repose majoritairement sur qui ça? Sur les impôts et taxes perçus auprès des citoyens. C'est-à-dire que ces citoyens pays qui baillent l'État moyen économique pour l'État définir les grands axes économiques, yo même pour créer richesse, tant qu'il y a créé richesse, il y a créé revenu, il y a plus revenu, tant qu'il y a plus revenu, il paye plus impôts, plus taxes, l'État a toujours gagné l'argent. Voilà. Et puis, complété par les qui ça? Eh bien, complété par des revenus non fiscaux, nous disons ça. Les revenus non fiscaux, ce sont des entreprises dont l'État est capable de créer, soit sur le plan commercial ou bien sur le plan industriel, qui est capable de faciliter l'État en revenus additionnels. Et puis, les emprunts publics, et les emprunts publics là, capables internes et externes. Là, d'une façon simple, je dis là, dans matière ça, nous comprenons clair quelles sont les composantes d'un budget national. Qui ça gagne là-dedans et comment le composer, comment le faire ceci, comment le faire cela, etc. Mais qu'on y a non planification macro, va non seulement faire recette là, mais qu'on y a se planifier comment on utiliser recette là pour venir sacrer orientation économique. Alors, c'est ça, on a bien vous nous dans la prochaine séance, et puis qui vient pour faire là. Là, on a presque touché à sa fin, nous prenons établir des stratégies pour dire que pour nous des notes additionnelles, de façon d'en feuiller ça. Pour ça, on a bien feuillé ça, non seulement synthétiser notre là pour nous nous avons des explications détaillées et très simples. Maintenant, dans feuiller ça, et bien, la accompagner pour ça, en façon de même pour nous capables vraiment élaborer ensemble de points. D'accord, c'est un plaisir. On est là pour la prochaine séance au niveau du cours de macro, de planification macroéconomique. Au revoir.